Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo. Parmi les faits marquants de la semaine en Vendée, on va commencer par cette première européenne à l'inauguration de l'usine Life. C'était jeudi à Bouin, dans le Marais breton. Le principe, fabriquer de l'hydrogène à partir des énergies renouvelables, l'éolien par exemple. Une inauguration très suivie, près de 300 personnes étaient sur place. Pierre Dalicieux. Des applaudissements nourris pour cette inauguration un peu spéciale, celle de la première usine de production d'hydrogène vert en Europe. L'idée vient de cet homme, Mathieu Guéné, aujourd'hui en Vendée. Cet entrepreneur ne compte pas s'arrêter là. L'hydrogène écologique, c'est l'hydrogène écologique qui est produit à partir d'eau et d'électricité renouvelable. Ici, on le fait à partir d'énergie éolienne, mais en Inde, ça pourrait être à partir d'énergie solaire. Au Brésil, ça pourrait être à partir de barrages hydroélectriques. Du moment que l'électricité est renouvelable, on fait un hydrogène écologique et c'est vraiment notre objectif. Nos équipes ont travaillé d'arrache-pied pendant 2 ans pour y arriver. Maintenant, on a acquis un savoir-faire qui va nous permettre de dupliquer ça rapidement. Aujourd'hui, on a passé plus de 2 ans. Demain, on y passera 18 mois, après-demain 12 mois, donc ça va aller de plus en plus vite sur des unités de production de plus en plus grosses. Produit à partir de ces éoliennes situées à quelques centaines de mètres du site, l'hydrogène vert va dans un premier temps fournir de quoi parcourir 30 000 km par jour. L'hydrogène sera distribué notamment dans une station-service dédiée à La Roche-sur-Yon. Et même s'ils sont rares, car encore très coûteux, ces véhicules de particuliers pourront y être approvisionnés. Mais dans un premier temps, ce seront surtout des véhicules de collectivités qui viendront faire le plein d'hydrogène vert. Il y a des collectivités courageuses qui croient dans cette transition énergétique, qui veulent l'impulser et qui achètent dès cette année donc tantôt des BOM, des bennes à ordures ménagères, tantôt des bus, c'est le cas de La Roche-sur-Yon, ou des camions, c'est le cas du conseil départemental de la Vendée par exemple. Des particuliers, des collectivités, mais également des entreprises. Lors de l'inauguration étaient présents quelques futurs clients, comme des transporteurs routiers. Nous n'avons pas aujourd'hui de camions à hydrogène, mais effectivement, on a déposé un appel à projet auprès de l'ADEME en décembre de l'année dernière. Et nous sommes en train de ce qu'on appelle rétrofiter, c'est-à-dire transformer les véhicules thermiques en véhicules hydrogène. On a pour ambition de faire rouler ces camions donc avec de l'hydrogène vert et donc maintenir finalement l'engagement qu'on a pris de réduire nos émissions de CO2 de 55% à l'horizon 2030 et puis de contribuer à la neutralité carbone étant donné que le transport et la mobilité sont un gros émetteur d'émissions de CO2. Life, c'est le nom de cette usine, la seule au monde pour le moment à produire de l'hydrogène vert à partir d'éoliennes et qui emploie 60 personnes. 140 salariés sont prévus d'ici 2022. L'autre information qui a marqué la semaine, c'est l'annonce par le préfet de la fin du masque obligatoire partout en extérieur en Vendée, partout et surtout en toute situation, que ce soit au marché, dans les files d'attente en plein air ou encore aux abords des grandes surfaces. Une mesure valable depuis jeudi soir et complétée depuis par la confirmation que lundi prochain, les enfants de primaire n'auront plus à porter non plus le masque dans les salles de classe. Un assouplissement des règles sanitaires qui est directement lié au taux d'incidence actuellement bas en Vendée. Au 1er octobre, il est de 22,80 pour 100 000 habitants. Au chapitre éducation, pour la 2e année consécutive, des élèves de l'Institut médico-éducatif font leur rentrée au sein du lycée des Établières à La Roche-sur-Yon. Ce dispositif de classe externalisée permet à 8 élèves de partager du temps et des projets avec les autres lycéens. Si certains ont toujours évolué dans des milieux ordinaires, pour d'autres, c'est une nouveauté. Alix Solanos. La philo, c'est ça. C'est réfléchir et se questionner sur des grands thèmes et des grands débats de société. Et le débat du jour s'articule autour de la question « C'est quoi grandir ?» Autour de la table, Pierre, Esteban et les autres élèves échangent et répondent aux questions posées. Ça leur permet aussi de poser certains concepts, de débattre, d'interagir avec les autres et de pouvoir, dans leur vie future, pouvoir interagir justement avec les lycéens ou d'autres personnes qu'ils rencontreront à l'avenir. C'est la 2e rentrée au sein du lycée des Établières pour ces jeunes pris en charge à l'Institut médico-éducatif des Terres Noires. Une classe externalisée de 8 élèves en situation de handicap qui permet une inclusion scolaire en milieu ordinaire, tout en bénéficiant d'un accompagnement spécialisé par des personnels formés.
D'être avec d'autres jeunes de leur âge, ça leur permet de s'identifier tout simplement et d'avoir des attitudes qui correspondent aux jeunes de leur âge. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est qu'en travaillant cette transition douce vers le milieu ordinaire, ça permet aussi de lever quelques angoisses, quelques inquiétudes qu'il peut y avoir quand on passe du milieu spécialisé au milieu ordinaire. Ici, les jeunes de l'IME travaillent sur des projets pédagogiques communs avec les lycéens. Et pour ces adolescents, l'intégration se passe tout naturellement. Ça va, c'est bien. On est avec des gens de notre âge, quoi. C'est bien. Avant d'être là, j'étais dans un collège, donc du coup, je sais à peu près comment ça se passe, quoi. C'est la première classe externalisée en lycée pour l'ADAPI ARIA qui gère plus de 80 établissements médico-sociaux en Vendée. Un projet qui a nécessité l'implication de tous, de l'IME jusqu'au lycée. On a mis en place donc des activités au préalable, donc avec nos enseignants d'histoire-géographie, d'éducation socio-culturelle, et puis en fait on se rend compte que ça marche très bien. L'exemple, c'est les parents qui au départ étaient un peu réticents, les parents des élèves de l'IME, et ils se disent mais on vient en réunion de parents au sein d'un lycée. Donc tout le regard de la part des parents vis-à-vis de leur fils ou de leur fille change. Depuis la loi handicap de 2005, les choses bougent et de plus en plus d'enfants et adolescents en situation de handicap vont à l'école. Selon les chiffres du gouvernement, il serait plus de 400 000 cette année à avoir fait leur rentrée en milieu ordinaire. Et pour sa part, la formation des aides-soignants évolue à Chaland. L'Institut de formation d'aides-soignants s'adapte à la refonte des programmes. Maintenant, 35 heures sont consacrées à l'accompagnement pédagogique individualisé. L'Institut met donc en place des cours de théâtre pour aider les futurs professionnels à prendre davantage confiance en eux. Regardez. 1, 2. Ces futures aides-soignantes sont en plein exercice de théâtre. Une nouveauté dans leur formation, depuis la refonte du programme paru en juin dernier, est mise en place pour suivre l'évolution du métier. Depuis la rentrée, 35 heures de formation sont dédiées à l'API, l'accompagnement pédagogique individualisé. Et ici, on a choisi de les consacrer à la confiance en soi et la gestion des émotions. On a pu remarquer que la jeunesse, puisque j'accueille 18-25 ans, elles ont des difficultés à gérer leurs émotions, à gérer les émotions des patients, la colère, la tristesse, à avoir des mécanismes de défense parce que des fois elles s'enferment dans une coquille pour se protéger, mais c'est pas toujours la bonne façon de faire. Prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres, c'est l'objectif de ce nouveau volet de formation. Et pour ça, les futures aides-soignantes sont encadrées par une psychologue, un éducateur sportif, une sophrologue et une comédienne. Le théâtre, c'est un super outil vraiment pour améliorer la confiance et en soi et en l'autre. Les aides-soignants travaillent beaucoup avec les corps, avec des corps malades. Donc il faut avoir une connaissance du corps, aussi la connaissance de son propre corps. Donc ça, c'est un outil formidable, le théâtre, pour ça. Une respiration dans un programme de formation très dense, particulièrement apprécié par les étudiantes. Je ne m'attendais pas du tout à ça, donc c'est super bien. Et c'est vrai que pour gérer le stress et la communication avec les résidents ou les patients, c'est très important de voir ces choses-là. Apprendre à gérer ses émotions face à un patient, pas absorber ce qu'il ressent pour pouvoir toujours garder la barrière professionnelle. Pour moi, ça va avec le métier qui évolue en fait et on en a besoin. Et pour être aussi plus reconnu, c'est important. La reconnaissance du métier d'aide-soignante, une question cruciale pour ces professionnels dont le caractère plus qu'essentiel a été largement démontré pendant la crise sanitaire. Ce nouveau référentiel de formation leur permet également de réaliser plus d'actes techniques. Une réforme qui vise à renforcer l'attractivité du métier qui peine à recruter. On espère que ça se décante un peu et puis qu'on ait plus de personnes à vouloir candidater et à vouloir venir se former. Car les candidats ne se bousculent pas aux portes des formations. Pour la prochaine session qui débutera à l'IFAS René Cousinet en janvier prochain, 18 places sur 26 sont encore disponibles. Le dépôt des candidatures est possible jusqu'au 20 octobre prochain. Des consultations chez des psychologues libéraux remboursées à partir de 2022. Ce sont les annonces faites par le président de la République, Emmanuel Macron, mardi. Un remboursement qui se ferait uniquement si le patient bénéficie d'une prescription médicale. Son montant s'élèvera à 40 € pour la première séance, puis à 30 € pour les suivantes. Une mesure qui faciliterait l'accès aux soins psychologiques, mais qui n'est pas entièrement satisfaisante pour les professionnels. Des professionnels qui craignent de ne pas pouvoir répondre à toute la demande.
Le fait de dire on va rembourser les consultations de psychologues, nous on est complètement pour, parce que c'est une grande avancée, déjà il faut quand même le dire. Ça fait des années qu'on le demande et beaucoup de patients n'osent pas appeler un psychologue à cause du tarif. En général c'est 60 € la séance, donc ça peut en effet dissuader. Maintenant, ce qui est problématique, c'est déjà la question de la prescription médicale, puisque là ce serait sur prescription médicale. Et le problème, c'est que derrière, tous les patients, tous les gens n'ont pas envie d'aller voir leur médecin, de leur expliquer leurs problèmes de couple ou leurs problèmes vécus dans l'enfance ou leurs problèmes au travail pour avoir une prescription et aller voir un psychologue. Nouveau succès pour la 10e édition du Salon de l'Habitat à La Roche-sur-Yon. Un rendez-vous important pour ceux qui projettent de construire ou de rénover. Si le secteur connaît un vif succès depuis le début de la crise sanitaire, il doit également faire face à des problèmes de pénurie de matériaux, ce qui provoque des tensions sur les prix ainsi que sur les délais d'approvisionnement. Alix Solanos. Dans les allées du salon, cela ne se voit pas forcément, mais il y a cette année un peu moins d'exposants que d'habitude. Certains ont des commandes même jusqu'en 2023, donc ils n'ont pas le temps de venir sur le salon. Ils n'ont pas besoin non plus du coup de venir communiquer parce qu'ils ont énormément de travail. Donc problème de délai, ils ont des problèmes aussi de matériaux. Donc ils n'arrivent pas à faire leur chantier dans les temps. Ils ont aussi un problème de recrutement. Donc c'est vrai que c'est quelques raisons qui ont fait qu'il y a un petit peu moins d'exposants cette année que ce qu'on aurait pu espérer. Des professionnels au carnet de commandes bien rempli donc, mais qui doivent néanmoins faire face à d'autres difficultés. Si la problématique de recrutement n'est pas nouvelle, la hausse du coût des matériaux, elle, inquiète les professionnels du bâtiment et en particulier dans le secteur du bois. On fait beaucoup de devis, mais le taux de retour est très faible parce que ce qui effraie les gens, c'est cette inflation de prix que le bois prend. Un chantier qu'on va faire dans 6 mois, s'il est vendu au prix actuel, si on commande la marchandise dans 5 mois avant le début du projet, si cette marchandise a augmenté de 30 à 40% encore, ça veut dire qu'on va vendre à perte. Donc nous, on préfère notre petite taille avoir 2 mois de travail vendus correctement au tarif actuel, plutôt que d'avoir 6 à 7 mois qui seront peut-être vendus à perte. Certains adoptent une toute autre stratégie. Ce constructeur de maisons ossature bois a choisi, lui, de bloquer ses prix. C'est un petit risque, mais voilà, on va dire qu'on prend ça sur notre marge. Ouais, c'est aussi une manière de communiquer, une manière de rassurer les clients. Il y a une situation qui est un petit peu stressante pour les clients actuellement. Donc nous, on s'engage. À partir du moment où le client valide le projet avec nous, voilà, il n'y a pas d'évolution de prix jusqu'à la remise des clés. De l'acier au bois en passant par le PVC, la hausse du coût des matériaux concerne tous les secteurs du bâtiment. Des prix qui flambent et des délais qui s'allongent, la situation économique des artisans du bâtiment est pour le moins incertaine. Et si la situation devait durer, le prix des travaux devrait continuer, lui, à augmenter. L'actualité de la semaine, c'est aussi cette audience solennelle des tribunaux de La Roche-sur-Yon. Cette année, 5 magistrats supplémentaires sont accueillis. Parmi les grandes nouveautés de cette rentrée, la numérisation de la procédure pénale. Fini les dossiers de papier volumineux, cette mesure devrait accélérer les procédures qui sont parfois jugées longues. Et puis, il ne vous reste que quelques heures maintenant pour participer officiellement à la Joséphine. Pour la 2e année consécutive, les participantes à l'opération contre le cancer du sein avaient toute une semaine pour marcher ou courir sur 5 km. Le lancement avait été donné, vous le voyez, le week-end dernier. La Joséphine, elle plaît parce qu'on se l'est appropriée. La Joséphine est devenue une marque. Et la Joséphine, on est volontaire de se rendre disponible, de cotiser ces 10 € parce qu'on sait que derrière, eh bien, on soutient et on aide les femmes touchées par le cancer du sein et qu'on protège aussi nos amis, nos enfants parce qu'on développe et on défend aussi une prévention sur ce cancer et donc on renouvelle le message de dépistage du cancer du sein. C'est une grosse manifestation pour nous. Elle se veut ludique, symbolique. Elle permet effectivement de recueillir des dons pour la recherche et pour les activités de la Ligue contre le cancer, de manière à ce qu'on puisse nous aider les malades derrière, les malades et leurs familles, non seulement pendant la maladie, mais aussi après, pour la réinsertion par exemple. Et c'est la fin de ce nouvel hebdo. Merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous avec l'actu vendéenne, c'est dès lundi matin à 7h avec la matinale avec Alexandre Debray. D'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de semaine à tous.